7 jours. 5 si au bout du 5e, vous réalisez un test négatif. Si vous êtes cas contact, pas d'isolement, mais vous devrez vous faire dépister. Deuxième option, vous n'êtes pas vacciné ou votre passe sanitaire n'est plus à jour car il vous manque votre rappel par exemple. Si vous êtes positif, l'isolement sera de 10 jours, 7 si vous réalisez un test négatif, 7 également si vous êtes cas contact. Professeur Stéphane Gaudry, vous êtes au cœur du combat en réanimation. On répond à une situation exceptionnelle. On articule des chiffres colossaux depuis quelques jours, plus de 200 000, plus de 230 000 contaminations par jour. Et en réalité, c'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus, c'est une évidence, puisqu'il y a une partie des gens qu'on loupe, les asymptomatiques, et je pense qu'on loupe aussi une partie de symptomatiques qui ne vont pas se faire tester pour éviter d'être confinés, notamment. C'est ça. Je pense. Ça, c'est le continent caché, c'est le nombre de gens qui, pour aller travailler à un examen, etc., ne disent pas qu'ils sont contaminés. Ou qui partent en vacances, etc. Donc tout cela, il y en a probablement beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Demain, cette réunion très importante, Jean Castex avec 10 ministres, dont Bruno Le Maire, dont M. Djebari, donc tous les secteurs qui peuvent être paralysés, parce que c'est bien ça la crainte, qu'il y ait une forme de paralysie de grands secteurs de l'État, de services publics. Oui, tout à fait. En fait, l'objet aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre des protocoles adaptés à la situation. Premier élément, c'est bien évidemment pour protéger les Français, pour soulager le système médical, mais également, bien évidemment, pour éviter une paralysie de l'économie. L'enseignement, on articule des chiffres très impressionnants. On dit qu'un tiers des enseignants pourraient être absents d'ici fin janvier. Comment est-ce qu'on fait dans une situation pareille ? Alors tout l'enjeu va être aussi d'avoir adapté les protocoles sanitaires qui ont été annoncés aujourd'hui par Jean-Michel Blanquer au sein de l'école. Donc bien évidemment pour les élèves, pour les enfants. Un peu tardivement, il est critiqué pour ça, en fin d'après-midi, un dimanche. Je peux l'entendre, mais il a fallu aussi voir et être dans la bonne mesure. Et effectivement, ça a été annoncé aujourd'hui. L'ensemble des professeurs et des directeurs d'école sont au courant. Bien évidemment, les protocoles ne sont pas drastiquement changeants par rapport à ce qui était fait avant. Il s'agit juste de les adapter à la situation épidémique. Vous dites qu'il y a une adaptation presque heure par heure, on n'est pas loin de ça. On est demain pour encore peut-être de nouvelles mesures. Parfois, les gens sont un peu désorientés. Écoutez quelques-unes de ces réactions. En l'entendant, ça m'a fait peur. En le voyant, ça me fait fuir. 2 jours de plus en cas de test, enfin, c'est un peu compliqué à comprendre quand même. Moi, je suis complètement perdue. J'attends 5 jours. Si mon test... non, c'est pas très clair. Voilà. La dame est un peu perdue, elle n'est pas la seule. Récapitulons avec aussi la spécialiste en communication, Madame Le Breton, ce qui va changer, parce que quand même c'est un changement très important. Pour les personnes positives d'abord, vous le voyez sur ce tableau, l'isolement passe à 7 jours. Si on est vacciné, c'est 10 jours d'isolement pour les non-vaccinés. Maintenant, le grand changement peut-être le plus spectaculaire, c'est pour les cas contacts qui sont vaccinés. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'isolement, il y aura des tests successifs qui seront nécessaires pour vérifier qu'on est bien négatif. En revanche, pour les non-vaccinés ou en schéma incomplet, resteront 7 jours d'isolement. La clarté de ce dispositif, la nécessité de s'adapter, c'est compliqué pour le gouvernement, pour tout le monde. C'est compliqué, surtout qu'on se disait qu'avec le passif qui est le nôtre sur la crise Covid, on pourrait anticiper beaucoup plus les mesures. Là, on voit que c'est toujours le virus qui est le maître des horloges et que le gouvernement et l'exécutif courent après en termes d'explications. Ce qui veut dire que là, il va falloir que dans les prochains jours, comme on le fait ce soir, il y ait les médecins beaucoup sur les plateaux de télévision qui puissent aussi être auprès de leurs patients et aussi les ministres en première ligne qui expliquent et encore expliquent ce qui peut être le cas, des Français qui sont touchés par le Covid. Professeur Gaudry, faisons un point d'étape. On voit qu'on relâche un petit peu la pression pour que l'économie tourne, parce que sinon ce serait un désastre, mais c'est une pesée d'intérêt constante, parce qu'évidemment, vous voyez à l'autre bout la réanimation. Où est-ce qu'on en est dans un service comme le vôtre, par exemple ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vague dite Omicron, et qui est la vague qui montre actuellement le nombre très important de cas en ville, nous ne l'avons pas encore à l'hôpital, puisque, encore une fois, il y a toujours un délai qui est de 7 à 10 jours avant de l'avoir à l'hôpital. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. On a plutôt une anticipation que ça va être réduit par rapport en termes de virulence par rapport au virus précédent. Et heureusement, parce que si ce n'était pas le cas, ce serait la catastrophe. Donc on a une chance, c'est que cette virulence est réduite. Et donc pour l'instant, on est plutôt sur un plateau avec 50 à 60% de nos lits qui sont occupés par des patients Covid et pour 90% d'entre eux qui sont non vaccinés. Vous avez vécu de plein fouet la première vague, vous me disiez tout à l'heure au maquillage, vous en avez encore des frissons en repensant à ce qui s'est passé pendant les premières 24 heures en mars 2020.
Oui, tout à fait. Les premières heures et les premiers jours, quand on est une structure qui était en charge, il y avait 3 structures en Ile-de-France qui étaient en charge des patients en réanimation Covid, La Pitié-Salpêtrière, Bichat et Avicenne pendant les premiers jours. C'est sûr qu'on a vécu des heures très, très, très compliquées. Et pendant les semaines qu'on suivit également, parce que la situation était comme on n'avait jamais vu et j'espère comme on ne le reverra jamais. Oui, il y avait la peur de manquer de respirateurs, il y avait une forme d'urgence, beaucoup de patients envoyés ailleurs. Alors, on n'en est de loin pas là cette fois-ci, mais la crainte existe aussi que les absences du personnel médical, on revient à ce dont on parlait, compliquent la chose. Alors, on n'en est clairement pas là. Ceci dit, il faut quand même le dire, en France aujourd'hui et les jours précédents, il y a eu des transferts d'une région à d'autres et il y a eu certains hôpitaux, je l'ai vu, je l'ai entendu, qui ont dû quand même reprogrammer un certain nombre d'activités, donc déprogrammer des patients non Covid moins urgents pour s'adapter à cette situation-là. Mais vous avez raison, l'autre problème, le challenge, c'est le personnel. On en manque beaucoup pour plein de raisons, mais si vous rajoutez par-dessus du personnel malade, alors là, vous arrivez à une situation où vous êtes obligé de fermer des lits en pleine épidémie, c'est pas vraiment le bon moment. Tout le monde a déjà eu le Covid chez vous ? Alors les médecins ont pour la plupart en effet été malades, oui, et puis mais bon, ils sont tous vaccinés maintenant, donc on n'est pas très stressé pour nos équipes, on sait qu'on va pas faire une forme grave. Et on va parler dans un instant avec la professeure Karine Lacombe de ce que la vaccination change ou non. On a quelques données encore très récentes, mais si on s'arrête encore un instant aux chiffres, on va les regarder en détail, les derniers chiffres du jour. Ils sont toujours trompeurs en lendemain de jours fériés parce que ça peut sembler relativement peu par rapport aux jours précédents, mais en réalité c'est beaucoup parce que dimanche passé, on était à 27 697 cas. Là, on voit qu'on est à 58 000. Et puis, tout le monde regarde la ligne des personnes en soins critiques. 3 572 sur toujours ce chiffre de 5 000 à peu près en France. C'est loin d'être négligeable. C'est très loin d'être négligeable et vous voyez que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un plateau, quand on prend 12 sur plus de 3500 malades en 24 heures, c'est que vous êtes à peu près sur un plateau et donc il va falloir voir ce qui va se passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a réussi à monter à 7000 lits de réanimation avec des patients Covid lors de la première vague. À l'heure actuelle, c'est totalement impossible. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'il est impossible de monter à 7000 lits de réanimation dans 2, 3, 4 semaines ou dans 2 mois parce que nos équipes ne sont plus en capacité de le faire pour la simple et bonne raison qu'il nous manque beaucoup de personnel et que ce ne sera pas possible de le faire. Donc, il faut que ça passe comme ça. Donc, on verra comment ça évolue dans les semaines à venir sur les admissions en réanimation. Alors, que faire de plus ? Ce sera peut-être au chapitre des discussions autour du Premier ministre demain après-midi. Je vous rappelle cette réunion de 10 principaux ministres qui sont convoqués autour de Jean Castex. Que faire de plus ? Ce sera peut-être en effet un des points, l'usage du masque FFP2, ce masque en canard qui protège davantage que le masque chirurgical classique. Ces quelques explications d'abord de Céline Blancpain. Principal inconvénient des masques FFP2, c'est le prix. Environ 60 centimes l'unité, soit 12 € une boîte de 20 en pharmacie. C'est 5 fois plus cher qu'un masque chirurgical. La santé, elle n'a pas de prix, on va dire. Donc même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave. Voilà, ça dépend aussi si on est une famille ou si on est à 2, tout seul. Le budget n'est pas le même. FFP2, je l'ai mis au début, mais en travaillant, c'est trop compliqué. Je ne le supportais pas. Faut-il rendre les masques FFP2 obligatoires dans les transports comme en Italie ou en Autriche ? Cette médecin généraliste y est favorable et le recommande pour les personnes fragiles. Le masque chirurgical simple, comme on porte tous là, protège surtout les autres. On le porte pour éviter les projections vers les autres. En revanche, le FFP2, il protège extrêmement efficacement individuellement. Ces derniers jours, les ventes de FFP2 se sont envolées à Lyon. Certaines pharmacies en rupture de stock ont relancé les commandes. Voilà, c'est l'objet, décidément un objet de ce mois de janvier 2022, le masque FFP2, ce qui va se généraliser. Alors on a là quelqu'un qui en porte très très souvent. Est-ce que c'est pénible de le porter à longue distance ? Oui, il faut dire ce qui est, c'est que c'est plus pénible d'avoir un FFP2 que d'avoir le masque chirurgical que j'ai actuellement sur le visage. Et est-ce que ça protège vraiment mieux ? Oui, ça protège mieux de plein d'autres choses d'ailleurs que le Covid. Il y a d'autres pathologies pour lesquelles, quand on rentre dans une chambre par exemple d'un patient qui a la tuberculose, on porte ce type de masque, le FFP2, et on évite de prendre celui-là parce qu'on est moins bien protégé avec celui-là, on est mieux protégé avec un FFP2. Donc
C'est vrai que moi je suis d'accord avec la collègue qui a parlé. Je pense qu'on devrait le réserver à nos concitoyens qui sont, on va dire, à risque de développer des formes graves, en particulier les gens qui sont un peu âgés et surtout ceux qui sont non vaccinés. Au moins, si vous ne voulez pas vous vacciner, mettez un FFP2, mais le mieux c'est quand même d'aller se vacciner. Le regard des politiques, Laurent Jacobelli du Rassemblement national nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce point, parce que ça va être un point politique aussi, une décision dans certains pays, je crois que c'est le cas en Italie notamment, on est passé au FFP2 obligatoire dans certains transports ou dans certaines salles de spectacle. Est-ce que vous y seriez favorable en France, Prisca Thévenot ? Tout ce qui peut protéger les Français, bien évidemment, il faut y être favorable, il faut l'étudier, bien évidemment quand c'est bien mis, parce que le tout d'un masque, c'est qu'il soit bien porté, qu'il soit bien renouvelé, mais attention... Pas besoin d'avoir fait sciences politiques pour savoir mettre en masque. Voilà, là, non, mais il n'y a pas de sujet, mais c'est pour ça que je dis attention, ce n'est pas une fin en soi. Il faut bien évidemment porter son masque, FFP2 peut-être pour les plus fragiles d'entre nous, continuer les gestes barrières, mais surtout, encore et toujours, se faire vacciner et bien s'assurer que son schéma vaccinal est complet, notamment avec cette 3e dose. Sur ce point, Laurent Jacobelli ? Oui, toutes les mesures de bon sens doivent être étudiées. Je pense qu'on a assez critiqué des mesures un peu absurdes. On peut boire un café assis mais pas debout. Les masques pour les enfants de 6 ans en pleine rue, là on peut critiquer. Le fait que les masques FFP2 soient plus sûrs, plus protecteurs, ça mérite en tout cas qu'on envisage une généralisation gratuite d'ailleurs, pour que même les plus fragiles financièrement... Mais c'est cher. Le FFP2 est cher. Et ça, c'est un vrai problème tout à fait réel. Le FFP2 est beaucoup plus cher. Oui, enfin, si on veut faire des analyses médico-économiques, ce qui coûte cher, c'est les patients non vaccinés. C'est-à-dire par jour d'hospitalisation en réanimation, je vous en avais déjà parlé, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc je pense qu'il serait temps que l'ensemble du personnel politique aille vers une incitation à la vaccination très forte de toute la population, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Ah oui, une personne qui vous a entendu, c'est Jean-Marie Le Pen, avec ce tweet qui a frappé aujourd'hui, c'est un peu étonnant, c'est votre ancien président, Jean-Marie Le Pen, qui dit « La Covid nous a déclaré la guerre bactériologique pour eux et aussi pour nous. Je demande à tous les patriotes de se faire vacciner. Amitié. » Oui, mais c'est la conviction, je pense que c'est la meilleure arme. C'est-à-dire que... C'est la vôtre aussi ? La conviction, bien sûr. Mais je vais vous partager 100% ce que dit Jean-Marie Le Pen ? Oui, mais ce qui est critiquable, c'est l'obligation... Il y a le oui, mais quand même. Non, ce qui est critiquable, c'est l'obligation vaccinale déguisée. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes un Français de seconde zone, vous ne pourrez plus aller travailler, vous ne pourrez plus prendre les transports, vous ne pourrez plus voir votre famille. Non, là, ce n'est pas le principe de notre République. En revanche, dire aux plus fragiles, allez vous faire vacciner, vous vous protégerez, ça, évidemment, c'est un discours qui... À tout le monde. C'est pas aux plus fragiles, parce que vous ne pouvez pas définir qui sont les plus fragiles. Et moi, dans la réanimation où je travaille, il y a plus de la moitié des patients qui avaient moins de 55 ans sans aucune pathologie. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Si vous dites les plus fragiles, les gens vont imaginer qu'il faut être diabétique, obèse, etc. et très âgé. C'est faux. Il faut inciter la vaccination pour tout le monde, monsieur. C'est là où il y a plus de problèmes. Et surtout, pourquoi j'évoquais les plus fragiles, c'est parce qu'il y a dans des déserts médicaux des personnes âgées qui sont un peu à l'écart du système vaccinal et qui méritent une attention toute particulière. C'était le sens de mon discours. Mais pardon, là-dessus, vous trouvez que certains politiques, dont le Rassemblement national, peut-être, sont trop ambigus encore, trop réticents ? Il n'y a pas que le Rassemblement national, il y a d'autres partis politiques qui ont été ambigus pendant cette crise. Je trouve ça dommage, parce que je pense que quand on traverse une telle crise, il faut que l'ensemble des personnes qui représentent la classe politique actent dans le même sens. Et on sait très bien, et tout le monde le sait ici, quel que soit le parti politique, on sait très bien que l'arme qu'on a, dont on dispose, qui est la meilleure, c'est la vaccination. Voilà. Donc il faut aller dans le même sens. Une des armes et l'erreur du gouvernement. La meilleure, c'est la vaccination. Et d'avoir fait du vaccin la seule arme. C'est bien le problème. J'ai pas dit que c'était la seule, j'ai dit que c'était la meilleure. Et donc il faut aller dans le même sens. Je suis d'accord avec vous sur le côté les enfants de 6 ans, les masques, on peut en débattre. La vaccination, il ne faut pas en débattre. Il faut dire à tout le monde, allez vous faire vacciner. On en reparle à Karine Lacombe dans un instant, mais la controverse politique se poursuit ce dimanche sur la question du drapeau européen, après l'allocution du président de la République vendredi, où il marquait ce cap européen, après la polémique sur la présence des couleurs européennes sous l'Arc de Triomphe. Voilà ces images du drapeau retiré tôt ce matin. C'était prévu, dit Clément Beaune, le ministre chargé des Affaires européennes. Les oppositions y voient plutôt une reculade devant la virulence des réactions. Marine Le Pen en particulier revendique une victoire. Regardez son tweet tout à l'heure. Une belle victoire patriotique à l'aube de 2022. Le gouvernement a été obligé de retirer le drapeau de l'Union européenne de l'Arc de Triomphe. Merci à la mobilisation massive de tous les amoureux de la France et de la République pour faire reculer Emmanuel Macron. Prisca Thévenot, est-ce qu'il y a eu reculade ?
Alors, je vais réagir sur effectivement cette polémique qui a eu lieu le 31 décembre au soir, alors que nous devions tous nous réunir pour célébrer cette présidence de l'Union française, cette présidence de la France de l'Union européenne qui arrive une fois tous les 13 ans. Et en fait, on est retombé encore sur une polémique. C'est un peu l'art de la polémique pour cacher la politique du vide. Moi, ce que Marine Le Pen aujourd'hui se soit satisfaite de quelque chose qui était prévu d'avance, si ça la fait mieux dormir, tant mieux. Elle dit qu'elle a gagné, le bras de fer. Si ça lui fait plaisir. Elle a une victoire. Si c'est la seule victoire qui lui satisfasse, tant mieux. Maintenant, moi, ce qui m'embête un peu, mais ce qui m'embête un peu, on va parler du fond. Quelque part, c'est ça qui est plus intéressant. C'est qu'on a l'impression, en écoutant ou en lisant. Pardon, si je me permets juste petite parenthèse parce que c'est pas tout à fait indifférent. Est-ce qu'effectivement c'était prévu? Est-ce que ça a été avancé ou pas? C'était prévu. Il avait été dit que ça avait été prévu, que ça allait tenir que quelques jours, que ça a été enlevé aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important derrière tout ça, c'est on a l'impression que Marine Le Pen nous le dit clairement et nous l'écrit que c'est soit être français, soit être européen. Mais c'est quand même un peu étonnant pour quelqu'un qui a quand même été eurodéputée. Quand elle siégeait au Parlement européen, elle se sentait plus du tout française, Marine Le Pen? Moi, ce que je veux bien, c'est être patriote. On peut le dire, mais il faut le se faire aussi. Et être patriote, c'est donner plus de moyens à nos forces de l'ordre. Elle a voté contre. C'est faire en sorte que la réforme de la justice se passe. C'est ça, être patriote. C'est agir pour son pays le moment venu. Laurent ça, elle ne le fait jamais. Madame Thévenot, c'est la bonne année, prenons des bonnes résolutions, ne passez pas directement de la pensée complexe de M. Macron à une pensée binaire, essayez d'élargir un petit peu, on n'est pas soit français, soit européen, on peut critiquer l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Le projet européen du général de Gaulle, qui est une Europe des nations, où chaque nation apporte au pot ce qu'elle peut apporter pour qu'ensemble, on crée des choses qu'on ne pourrait pas créer tout seul, ça c'est formidable. Si entre nations, on avait créé un vaccin, ce serait formidable pour la Covid. Si entre nations, on travaillait sur l'intelligence artificielle pour devancer la Chine, ça ce serait formidable. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une machine administrative qui écrase les peuples, qui leur impose leur politique agricole, qui leur impose leur politique industrielle et qui leur impose, et c'est encore pire, leur politique migratoire dont les Français ne veulent plus. Et avec je ne peux pas dire drapeau, puisque ce n'est pas une nation, hein, l'Union européenne, ce n'est pas un État, mais cet emblème bleu et jaune qui a été mis sous l'Arc de Triomphe, c'est une provocation d'Emmanuel Macron. Le drapeau européen, c'est une provocation pour eux, mais votre patriotisme est très faible, monsieur. Je me permets de terminer. Je dissous la nation française dans un ensemble absolu qu'est l'Union européenne, mais d'ailleurs lui-même, le président de la République, à longueur de discours, parle de souveraineté européenne, comme si la France c'était trop étriquée, trop étroit pour lui, cette France pour laquelle d'ailleurs il n'existe pas de culture, c'est lui-même qui le dit, et dans laquelle il se sent à l'étroit. Eh bien nous, c'est pas notre conception, nous sommes des patriotes, et moi je remercie Marine Le Pen et je suis très fier de faire reculer le gouvernement. Sur ce point. Non, mais moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que vous avez peur d'un drapeau. Votre patriotisme n'est pas si fort pour se dire que je passe. Pas peur. Mais si, c'est ça qui est assez incroyable. En tout cas, vous avez reculé. Ça savez bien qu'on avait raison. Non, écoutez, apprenez aussi à regarder les faits. Oui, et il était prévu que ce drapeau soit enlevé au bout de 2 jours, aujourd'hui notamment. Maintenant, encore une fois, si Marine Le Pen y voit là une victoire, enfin, qu'elle soit contente et qu'elle soit satisfaite, mais qu'elle se rassure. Clément Beaune a agi et travaillé pour que cette présidence de la France se passe bien, et ce n'est que le début. Ça va durer 6 mois. Donc je pense que c'est surtout les 6 mois qui vont venir qui vont être très durs pour Marine Le Pen, parce que oui, la France a pris la présidence de l'Union européenne. À partir du 25 avril, nous changerons de président et la future présidence donc Marine Le Pen va nous faire sortir de la l'Union République européenne aura en tout cas Marine une Le Pen autre va nous faire politique. sortir de l'Union européenne. Bah alors pourquoi ça ne durera pas 6 mois? Est-ce qu'on peut vous parler? Répondez-moi, pourquoi ça ne durera pas 6 mois? Vous êtes finalement assez hostile à la critique. Simplement, elle n'aura pas la même vision, c'est-à-dire qu'elle fera en sorte que les intérêts français en France soient défendus avant la volonté de l'Union européenne. Vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin sur l'euro pour rassurer un certain électorat. Un exemple de ce que vous feriez vraiment très différemment sur l'Europe, ce serait quoi? Le contrôle des frontières, très clairement, et la politique migratoire. Là-dessus aussi, Emmanuel Macron a fait un peu de chemin. Mais il y aura un sujet il n'y a pas de sujet tabou. Emmanuel Macron l'a très justement dit, il y aura un certain nombre de sujets qui seront à l'ordre du jour de cette présidence de l'Union européenne. Il y a le sujet des frontières, il y a le sujet de la défense, il y a le sujet aussi des GAFAM et des sujets numériques qui sont importants. Donc il n'y a pas de tabou. Par contre, moi, ce qui m'interroge et ce qui m'inquiète, c'est que vous venez de dire que cette présidence de l'Union européenne ne durera pas 6 mois. Pourquoi ? Mais parce que Emmanuel Macron ne sera pas président de la République. Mais on parle de la France, pendant l'ensemble de... Non, mais je parlais pour Emmanuel Macron. Vous parliez de son projet. Écoutez quelques réactions de passants, variés, et parfois peut-être différents des politiques. C'était à l'Arc de Triomphe tout à l'heure. Qui est le drapeau européen du fait que c'est la présidence française, pourquoi pas, mais en laissant le drapeau français. Moi, je me sens plus français qu'européen, donc je préfère avoir un beau drapeau français qu'un drapeau européen. Une polémique au sujet de l'enlèvement d'un drapeau, je trouve ça nul. Je
trouve ça très bien parce qu'on est français mais on est européen aussi. Oh écoutez, il ne faut peut-être pas non plus trop chipoter. Moi, l'Europe, ça me va bien. Le drapeau français, on sait bien qu'ici, au cœur de Paris, l'Arc de Triomphe, on est en France. C'est pas parce qu'il n'y a pas le drapeau français qu'on pense pas. Je pense aux morts de la Grande Guerre, quelle que soit leur nationalité, et de le rappeler par un symbole commun. Pourquoi pas? On aurait pu y mettre le drapeau français à côté, ça aurait pas fait de mal, mais enfin bon. Voilà, variété des points de vue chez les passants comme chez les politiques. Vous qui êtes spécialiste en communication, de quel œil vous jugez cette polémique? Est-ce que c'est aussi une affaire de génération? Alors, certainement, mais ça nous montre aussi, parce qu'on est quand même dans une campagne pour l'élection présidentielle, que si je décale le propos sur le terrain de la communication, on a eu une très belle performance d'art dramatique de la part des politiques, là, en 3 actes. Le premier acte, c'est l'art de susciter ou de surfer sur la polémique. Donc, les personnages principaux qui étaient sur scène, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'était Éric Zemmour, c'était Marine Le Pen, qui ont utilisé un dialogue très, très construit, très, très fleuri autour de l'outrage, la provocation. Deuxième acte avec... Pardon, qui s'en est le mieux sorti? Parce que Marine Le Pen peut-être est allée plus vite qu'Éric Zemmour, en tout cas dans leur compétition, elle a marqué un point apparemment. Et puis Valérie Pécresse, parce on savait pas trop, certains ont reproché à Valérie Pécresse d'avoir pris la parole alors que la droite est vue comme très pro-européenne. Donc il n'y a pas de gagnant sur le premier acte. Sur le deuxième acte, c'est Clément Beaune qui entre sur scène, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et qui dit de toute façon tout était prévu, donc en fait il n'y a pas de polémique à avoir. Dernier acte, en fait tout le monde va bien, puisque Clément Beaune a enlevé le drapeau, donc l'exécutif avait raison, et les oppositions disent on a la pression victorieuse. Donc pour autant, c'est quand même le gouvernement, ça a duré 24 heures, 48 heures même pas. Il y a plein de Français qui n'ont même pas vu la polémique. Et ce qu'on peut se dire, c'est que sur le fond des questions européennes, c'est bien, il y aura peut-être justement des débats de fond sur l'Europe pendant ces 6 mois de présidence et pendant l'élection présidentielle, la campagne pour l'élection présidentielle. Donc c'est ça qui va être important. Le cas de Valérie Pécresse, il est évidemment intéressant parce que la droite de gouvernement, normalement, là-dessus, elle était plutôt pro-européenne, même s'il y a eu toutes sortes de variations. Regardez ce que dit son porte-parole Aurélien Pradier. Il maintient la position de Valérie Pécresse. Le retrait du drapeau tricolore n'est pas une petite polémique, c'est la marque de ceux qui négligent la France, c'est la marque de ceux qui ne respectent pas notre histoire. L'Europe devrait rassembler. Emmanuel Macron aura réussi à en faire un sujet de division. Comment est-ce que vous jugez l'attitude ici de Valérie Pécresse ? Ça m'étonne un peu parce que déjà le drapeau n'a pas été retiré. Donc déjà ça c'est une mauvaise information. J'ai envie de dire que c'est une mauvaise information et pas une fausse information. Donc il n'était pas présent, donc le drapeau européen a été mis en place et effectivement le drapeau français est mis lors des cérémonies. Il ne s'agissait pas là d'une cérémonie, il s'agissait d'un acte symbolique pour mettre en place le drapeau européen sous un symbole hautement français qui est l'Arc de Triomphe. Donc en réalité les deux symboles étaient là. La France, avec l'Arc de Triomphe, le drapeau européen, pour l'Europe. Votre jugement à vous, c'est votre concurrente. Elle vous a couru après. Vous êtes sur la même ligne. Au fond, écoutez, il n'y a pas une once de crédibilité dans cette action. Madame Pécresse a fait partie du gouvernement de Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy qui s'est empressé de faire adopter finalement la Constitution européenne par voie parlementaire, alors que les Français en 2005 avaient dit non. Donc il y a dans la vie politique parfois un peu de constance. Je reconnais à Emmanuel Macron et à ses troupes une constance dans la volonté d'un fédéralisme européen que je combats, que nous combattons avec Marine Le Pen, mais au moins il y a une constance. Nous sommes constants dans le fait que nous voulons l'Europe des nations, et puis il y a les opportunistes comme Madame Pécresse, chacun jugera. Vous choisissez votre adversaire, vous préférez le camp macronien à... Je pense que ce sera un enjeu essentiel de la présidentielle, et qu'au moins il y a un débat de fond extrêmement important. Est-ce que l'avenir de la France, c'est la France? Est-ce qu'on a en nous-mêmes les ressources de défendre notre pays et de le faire grandir? Ou est-ce qu'il faut se diluer dans un espace européen? C'est un débat intéressant. Merci pour les 2 points de vue, merci pour ces explications en ce plateau. On va reparler de la crise sanitaire et aussi des autotests. J'ai là des autotests. Je vous signale que le professeur Gaudry, il n'était pas cap. Je lui ai fait cap ou pas cap de faire le test en direct pour faire la démonstration. Il avait peur de pleurer à l'antenne. Voilà, J'ai voulu garder mon masque. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est un classique. On verra si Karine Lacombe, elle, est cap de faire la démonstration en direct. Tout de suite, on va en parler. Elle nous rejoint sur ce plateau. Merci beaucoup. Changement de plateau et l'événement sanitaire Jean Castex qui réunit 10 ministres demain, lundi. C'est le branle-bas de combat face à Omicron. Comment éviter la paralysie des services publics? On parle déjà d'un tiers des enseignants qui pourraient être amenés à s'absenter en janvier. Le risque d'absence massive qui menace le bon fonctionnement de l'école pourrait être amené à s'absenter en janvier.
et les trains, les métros, mais aussi les hôpitaux. La réunion de demain mettra autour d'une même table 10 ministres clés. Professeur Lacombe, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, merci. Bonne année à vous aussi. 2 janvier, on peut encore... bonne année avec ces bonnes et ces mauvaises nouvelles. On va les prendre toutes, notamment sur Omicron, sur le type d'affection qu'il provoque, peut-être davantage ORL, un peu moins dans les poumons. Il y a beaucoup d'informations qui sont en train de se préciser. D'abord, ce risque de paralysie. On parle bien de ça visiblement. Demain, c'est la formule qu'utilise Jean Castex, la continuité des services de l'État, les écoles, mais aussi les hôpitaux. Chez vous, vous en êtes témoin. Ce serait un grand problème qui est trop d'absents. Bah oui, évidemment, pour tous les services qui sont essentiels au fonctionnement de l'État, on est assez inquiet. Alors, l'hôpital, c'est un peu différent parce qu'il a été décidé que sur la base du volontariat, les personnes qui étaient positives mais sans symptômes ou peu de symptômes pouvaient continuer à travailler. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur l'implication éthique que cela représente de venir travailler alors qu'on est malade et qu'on pourrait, en principe, être arrêté. Actuellement, vous avez beaucoup d'absents ? On a pas mal d'absents, oui, absolument, bien sûr. On entend le professeur Gaudry qui disait, en réalité, tous les médecins en particulier ont eu le Covid tôt ou tard. C'est le cas chez vous aussi ? Alors, oui, pour une bonne partie, pas tout le monde. Et ceux qui n'ont pas eu le Covid, évidemment, font extrêmement attention. De toute façon, tout le monde est vacciné. Tout le monde est vacciné 3 doses. Et on sait que, quand même, quand on attrape le Covid alors qu'on est vacciné 3 doses, il y a très peu de risques qu'on soit hospitalisé et qu'on fasse des formes graves. Puisque vous l'amenez, posons cette question, parce que beaucoup se la posent aujourd'hui d'un œil critique, y compris, je ne parle pas des anti-vaccins forcenés, mais même chez les gens, chez monsieur et madame tout le monde, on se dit, il y a un espoir qui est un peu moins rempli que ce qu'on espérait d'abord. La vaccination évite beaucoup de formes graves, mais enfin quand même, il faut une 3e dose, peut-être une 4e dose. Israël l'envisage en tout cas pour certaines catégories de population. Est-ce qu'il y a une petite déception là quand même ? Sur le vaccin, vous voulez dire, sur l'efficacité vaccin. Alors, il n'y a pas franchement de déception parce qu'on a vu que 2e dose, mais surtout 3e dose, permettait de diminuer de façon importante, même avec Omicron, le risque d'être hospitalisé, de décéder. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Les personnes les plus fragiles d'entre nous sont très bien protégées. Et ça aussi, c'est une excellente nouvelle parce que c'est ce que l'on cherche au final. On voit bien qu'en fait, on ne fera pas disparaître le coronavirus, le SARS-CoV-2, on ne le fera pas disparaître. On va devoir vivre avec et surtout, on espère que petit à petit, il s'atténuera. Et en attendant qu'il s'atténue un jour ou l'autre, on puisse protéger les plus fragiles. Est-ce qu'il y a l'hypothèse qu'il commence à se créer une forme d'immunité collective quand même ? On dit que non, qu'on n'y est pas arrivé. Le professeur Gaudry le disait de manière très intéressante. Il disait, attention, peut-être quand même que le fait que les formes sont un peu différentes, c'est que la population, petit à petit, s'immunise, en partie. Alors, il y a peut-être 2 explications là-dedans. Effectivement, que la population, de façon générale, que ce soit par l'infection naturelle, éventuellement répétée, et par les vaccins, s'immunisent effectivement et qu'on atteigne une espèce d'immunité collective qui va aller en fluctuant, mais qui permettrait au final de se protéger contre le virus. Et puis, l'autre chose, c'est que le virus lui-même se modifie. On voit bien, on a eu une succession de variants depuis 1 an. Ce dernier variant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, semble donner plutôt des formes ORL. Et peut-être que les caractéristiques de ce variant font qu'il ne donne pas d'atteinte profonde, mais plutôt des formes ORL qui sont évidemment moins graves. Donc si on est très précis, c'est quoi ? Des angines, des rhinopharyngites, ça reste un peu à ce niveau-là, ça ne descend pas dans le poumon, quoi. Les rhinites, etc. Donc plutôt des formes qui restent localisées dans le pharynx et le larynx, et beaucoup moins dans les poumons, et c'est la forme pulmonaire qui est quand même la plus grave. Alors, tout ça renforce la révision des mesures telles qu'elle a lieu actuellement. Ce sont les annonces d'Olivier Véran. On va les récapituler. Pour toute personne positive, l'isolement passe à 7 jours pour les vaccinés, 10 jours pour les non-vaccinés. Ça, c'est le premier des grands changements. On parle là des cas positifs, donc ceux qui ont été testés et qui sont positifs. Et puis l'autre grand changement qui est encore plus spectaculaire, c'est la suppression de l'isolement, suppression complète pour les cas contacts vaccinés. Ils devront seulement se faire tester, première fois, 2e fois, 3e fois, pour vérifier qu'ils sont bien négatifs. Alors là, il faut dire une chose d'abord, des tests, et ils n'ont pas tous la même valeur entre antigénique, PCR et l'autotest. Dans l'ordre, qu'est-ce qui est le plus sûr, c'est quoi ?
Alors, juste avant, je vais revenir à ce que vous venez de dire. Il faut tout de même dire que si on enlève l'isolement, il y a tout le temps les gestes barrières qui persistent, et en particulier le port du masque. Donc, je pense que c'est très important. Pour tout le monde, ça, de toute façon. Exactement. Ouais. Donc, c'est très important de continuer à appliquer cette mesure phare. Alors, effectivement, la PCR a une sensibilité qui est meilleure que le test antigénique, qui lui-même a une sensibilité, qui est donc une performance qui est meilleure que l'autotest. Donc, donc PCR, c'est tout en haut. Voilà, la PCR, c'est le meilleur parce que la PCR, ça détecte le virus lui-même, alors que le test antigénique va détecter des morceaux du virus, et comme c'est la même chose pour l'autotest. Donc, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Moi, si je me trompe, donc la PCR, on attend 24 heures. C'est un peu plus contraignant. Ça prend du temps parce qu'il faut, ça sur des machines. C'est souvent à la pharmacie, tout de suite, dans les 5 minutes, on a le résultat. Exactement. Mais il y a pas mal de faux négatifs. Il peut y avoir effectivement des faux négatifs parce qu'en fait, la PCR se positive à peu près un jour plus tôt que le test antigénique. En revanche, le test antigénique, lui, devient aussi négatif un peu plus tôt que la PCR. Et on a vu qu'en fait, ce délai entre le test antigénique qui se négative et la PCR qui se négative, eh bien, c'est qu'en fait, les personnes ne sont plus contagieuses à partir du moment où le test antigénique est négatif. Donc, c'est un meilleur test pour vérifier la non-contagiosité après avoir été malade. Et puis, encore en dessous, en termes de fiabilité, mais enfin, ça reste quand même un outil majeur, l'autotest, c'est un succès colossal et on voit que le gouvernement en prend acte puisque l'autotest sera considéré comme un des tests, c'est pas le seul, mais un des tests qui pourront être utilisés dans cette auto-vérification du cas contact vacciné. Alors là, je plaisantais, il était un peu chochotte, le professeur Gaudry, pas vous, vous êtes prêts. Alors moi, je ne vais pas faire le test. Bon, alors expliquez-nous, faites-nous quand même la démonstration, parce que c'est pas si facile de le faire correctement. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Notamment d'aller vraiment tout au fond du nez. Absolument. Oui. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne un autotest. Moi, j'en ai jamais fait. Donc vous parlez un béotien, un triple béotien. Donc parlez. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Alors, vous avez ici des petits. Oui. Donc ça, c'est le petit tube à l'intérieur duquel vous allez mettre votre écouvillon. Ouvrez-le quand même, qu'on voit un petit peu, oui. Alors, donc, je vais vous montrer ça après. Oui, alors, je ne sais pas où est le petit portant. Donc, vous avez ici ce qui va vous permettre ensuite de mettre le produit une fois que vous aurez mis à tremper votre écouvillon. Vous avez ici votre petit, alors on peut reprendre... révélateur. La petite barrette sur laquelle vous allez mettre le produit dans lequel vous aurez mis votre écouvillon, avec un petit C et un petit T. Est-ce qu'il faut se laver les mains au gel alcoolique avant de faire tout ça? Très important. Avant, bien sûr, il faut bien se laver les mains. Comme c'est un autotest, il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes sans masque dans la pièce, parce que quand vous allez mettre l'écouvillon dans votre nez, vous avez un risque d'éternuer et bien sûr, si jamais vous êtes positif, de disséminer du virus autour de vous. C'est ça. Alors, je cherchais, je pense qu'il manque... voilà. Donc là, vous avez ici votre écouvillon. Et ça, ce sont des millions de gens qui vont le faire en grande quantité, parce que visiblement, c'est le gouvernement lui-même qui considère que c'est un recours nécessaire. Et on sera tout à l'heure en direct dans les pharmacies, on verra à quel point les queues, c'est spectaculaire. Là, aujourd'hui en particulier, les gens qui étaient après les réunions de famille qui disent « est-ce que j'ai été contaminé ?» Exactement, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à bien le faire, parce que ça peut aider à désengorger justement les pharmacies. Donc vous avez là... Ça fait un peu peur, parce que c'est déjà très long, disons. Donc là, vous avez votre petit écouvillon. Donc évidemment, cet écouvillon-là est beaucoup moins long que l'écouvillon que l'on utilise en pharmacie, qui lui est un écouvillon nasopharyngé en pharmacie, et qui donc va assez loin, jusque dans le nasopharynx. Lui va s'arrêter au bout de votre partie nasale. Donc en fait... C'est moins désagréable. Exactement, ça fait beaucoup pleurer moins quand même. Désagréable. Il faut l'enfoncer de 2 cm à peu près, et c'est beaucoup moins... C'est vrai que le test nasopharyngé fait en pharmacie peut être un peu douloureux. Comment on sent qu'on l'a assez enfoncé ? En fait, vous calculez, vous sentez, quand ça commence à faire un peu mal, vous l'enlevez. D'accord. Ce qui est bien, c'est de tourner
plusieurs fois dans une narine, puis ensuite, comme vous le faites seul et que la performance est quand même moins bonne que quand on se le fait faire par quelqu'un, de le faire dans la deuxième narine. Ensuite, vous le mettez dans votre tube, ici, vous mélangez, et puis vous mettez ce petit dispositif au bout que vous avez ici, et une fois que vous avez bien mélangé pendant quelques secondes, vous pouvez mettre dans la petite fenêtre et ensuite vous regarderez ce qui se positive, le C et le T. Alors c'est très important. Le C, c'est le contrôle sur la petite barrette. Quand le C se positive, c'est normal. Ça veut dire que le test peut être interprété. Si vous avez une barre sur le T, c'est que vous êtes positif. Et à ce moment-là, il faudra aller confirmer par une PCR. Si le T est négatif, vous avez de la chance. Vous n'êtes pas infecté. Et c'est devenu un sport national de publier sur Instagram ou sur Twitter sa petite barrette. Photos, Alors attention, évidemment, les autotests, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont quand même une sensibilité moins bonne que les tests faits en pharmacie. Donc ce sont ce qu'on appelle des tests d'orientation, des tests directs d'orientation diagnostique, des TROD. Deuxième arme, très pratique, très concrète, c'est le masque FFP2. On l'a déjà évoqué, on ne va pas s'étendre beaucoup, mais enfin quand même, il protège beaucoup mieux la personne elle-même, n'est-ce pas? Tandis que le masque chirurgical protège surtout l'autre. Oui, absolument. Alors en fait, le masque FFP2 a un pouvoir filtrant qui est plus élevé que le masque chirurgical, et il nous protège nous-mêmes d'être infectés par les personnes en face de nous. Alors que le masque chirurgical protège assez bien de l'infection que l'on pourrait transmettre. C'est ça. Les FFP2istes, ceux qui ont vraiment ce masque, regardent avec un petit peu de condescendance les autres en disant au fond c'est les seuls qui sont réellement efficaces, qui vraiment vous protègent entièrement. C'est ceux pour lesquels on a le meilleur pouvoir filtrant. Donc c'est vrai que quand on est dans un environnement où il y a beaucoup de virus qui circulent, le masque FFP2 nous protège mieux que le masque chirurgical. Par exemple, dans des zones, dans des intérieurs avec beaucoup de personnes, le métro, etc., les transports en commun, le masque FFP2 protège mieux, bien sûr. Donc si on met toutes les chances de son côté, ceux qui disent qu'il faudrait le rendre obligatoire dans le métro, dans le TGV, dans les zones à forte densité de population, à une période où le virus circule de façon extrêmement intense, c'est le meilleur moyen de protection. Deux problèmes. Le premier, c'est que le tolérer, le supporter pendant plusieurs heures, c'est assez compliqué. Nous, on le fait à l'hôpital et on sait à quel point c'est dur. Et c'est cher. Et puis le deuxième frein limitant, c'est économique. C'est un produit qui est quand même cher à fabriquer et je pense qu'il y a une limite économique à son utilisation. Et c'est en soi une petite fable sur la mondialisation. On se rappelle au début de la crise, on l'évoquait, mars 2020, tout le monde disait on aura des masques français, etc. Là, c'est chinois. Hein. Tous les masques FFP2 qui viennent, c'est des chinois. Là, j'en ai pris aussi pour voir. Tout ça, c'est made in Shandong. Oui, c'est vrai qu'on voit quand même que le commerce a repris un peu ses droits. C'est-à-dire qu'on a beaucoup incité beaucoup d'entreprises françaises à se mettre à fabriquer des masques chirurgicaux, des masques FFP2. Et puis, donc, cette production a quand même été assez importante. Et puis, à un moment donné, le commerce a repris ses droits et je pense qu'on peut le déplorer. Mais c'est vrai la plupart des entreprises françaises maintenant ont arrêté de produire ces masques. Peut-être qu'il serait bien, et c'est vrai que ces dernières semaines, l'idée est remontée, qu'il serait bien de continuer à inciter, quitte à subventionner ces entreprises pour qu'elles continuent de fabriquer ces masques. Professeur Lacombe, l'enjeu de ce combat, ceux qui vous écoutaient tout à l'heure pourraient se dire, au fond, c'est presque un rhume, on s'excite un peu pour pas grand-chose. Vous dites, attention, les pertes de chance, par exemple, à l'hôpital actuellement, à cause des déprogrammations, à cause des services qui sont fortement sollicités par le Covid, c'est pas du tout une chose mineure. Oui, il y a des gens qui vivront peut-être moins longtemps ou qui perdent des chances de diagnostic à cause de ça. Bien sûr. Alors, d'abord, il faut savoir que pour l'instant, l'essentiel de la vague à l'hôpital, c'est encore du Delta. Le Delta rend très malades les plus vulnérables, les patients immunodéprimés, les patients qui ont des facteurs de risque comme on l'avait déjà vu, l'obésité, l'hypertension, l'âge, et en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc pour l'instant, ce sont eux qui font l'essentiel des cas d'hospitalisation. Dans quelques jours, parce que vous savez qu'il y a tout le temps un décalage entre le pic de contamination et le pic d'arrivée à l'hôpital, dans quelques jours, on verra arriver, même si l'Omicron donne plutôt des formes ORL, il y a tout de même les personnes les plus fragiles et toujours ceux qui ne sont pas vaccinés
vaccinés, malheureusement, qui sont à risque d'arriver à l'hôpital, de passer en réanimation et puis ensuite de décéder. Ce que vous Et dites c'est sur les vraiment pertes de ça. chance, parce que c'est très frappant, parce que parfois les gens tournent autour du pot. C'est quel type, par exemple, de pathologie où actuellement des gens ne peuvent pas être opérés ou ne peuvent pas être suivis aussi bien qu'ils devraient l'être? Eh bien, actuellement, en anticipation de la vague d'arrivée à l'hôpital qu'on va avoir en janvier, on fait de la déprogrammation. Donc, on fait de la déprogrammation d'actes qui ne sont pas absolument vitales, voilà, qui ne sont pas vitaux dans les 2-3 semaines à venir. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la chirurgie réglée. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas décider de reporter la prise en charge de 4 ou 6 semaines que ça n'impacte pas de façon très importante le quotidien des personnes malades et que l'on déprogramme. Par exemple, une coronarographie. Une coronarographie parce que vous avez fait un malaise cardiaque. Vous devez avoir votre coronarographie pour savoir si on vous pose des stents pour élargir vos artères. Eh bien, si on déprogramme cette coronarographie de 4 ou 6 semaines, rien ne dit qu'entre-temps, vous ne ferez pas un infarctus. Donc, on voit qu'il peut y avoir une vraie perte de chance à réorienter l'activité, donc en particulier de la chirurgie et des salles de réveil de chirurgie qui deviennent des salles de soins intensifs. D'où les questions éthiques. Évidemment, personne de sérieux dit qu'il faut moins bien traiter les non-vaccinés. La médecine soigne tout le monde, mais dans vos services, oui, c'est ce sujet de débat. Oui, c'est vrai qu'on est face à 2 dilemmes éthiques. On a parlé tout à l'heure des soignants qui sont tous vaccinés 3 doses, qui s'infectent avec ou sans symptômes, très peu de symptômes, et qui reviennent travailler. Et pourquoi est-ce qu'ils reviennent travailler? Ils reviennent travailler parce qu'il y a une tension hospitalière. Pourquoi y a-t-il une tension hospitalière? Parce qu'on a des personnes non vaccinées ou vaccinées mais très fragiles, 2 doses et très fragiles, qui arrivent de façon massive à l'hôpital. Ça, c'est le premier dilemme. Et je pense que c'est vrai que c'est une question importante à débattre. Le deuxième dilemme, eh bien, on l'a beaucoup abordé ces dernières semaines, c'est entre quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui arrive à l'hôpital, qui passe en réanimation, et quelqu'un de triplement vacciné qui doit passer en réanimation pour d'autres problèmes que le Covid. Comment faire? Donc évidemment, à gravité égale, on va prendre en charge ces personnes de la même façon. Mais à un moment donné, c'est vrai que le débat éthique, le dilemme éthique se pose. Il se pose à nous, c'est une tension éthique. C'est évident qu'on les prendra en charge de la même façon. Mais moralement, chaque soignant se détermine. Est contraint, et chaque soignant est contraint à cette réflexion. Professeur Lacombe, vous êtes une très grande professeure de médecine. Vous voyez comment évolue aussi la philosophie de la médecine dans un pays comme la France. Il y a eu tellement de haine, tellement de passion. Quand vous comparez, on va parler du roman de Michel Houellebecq dans notre édition de 22h avec Cristofono Audibio. Il fait un lien avec la crise du Covid. Il dit, au fond, l'Occident manque un peu de nerfs dans le combat pour la vie. En Israël, ce n'est pas du tout le cas. Les Israéliens ont été très très offensifs pour le vaccin, pour aller plus vite, pour aller premier le vaccin, etc. Dans les pays d'Afrique, on voit ça aussi dans les pays d'Afrique, il y a un tel désir de vivre que... Et puis en Occident, souvent, certains ont eu l'air, par exemple pour les personnes âgées, de dire c'est pas grave si une certaine catégorie meurt, comme quand il y a eu la grippe. Est-ce qu'on manque un peu de ressort? C'est sûr qu'on a été extrêmement mis à l'épreuve depuis 2 ans maintenant et que les difficultés ont pu faire ressortir certaines fractures dans notre société qui étaient préexistantes mais qui ont été amplifiées par la mise à l'épreuve. Bien sûr, il faut combattre ça. Et c'est qu'en restant très solidaire et en faisant chacun un effort pour l'autre. Même chez les médecins, on voit ça. Les vieux médecins, souvent, sont très soignants à haute dose. Dans les jeunes médecins, c'est un petit peu déjà une autre mentalité où souvent on dit, attendez, il ne faut pas surmédicamenter. Enfin, on sent que c'est une évolution profonde de nos sociétés. Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûre de ça. Je pense que ce qui a été extrêmement compliqué ces 2 dernières années, c'est l'incertitude. L'incertitude dans laquelle notre société entière a été plongée et qui a qui a laissé beaucoup de place à la désinformation. Et c'est ça qui nous a causé énormément de tort, mais dont on se sort là.
Merci beaucoup Karine Lacombe de ces explications, y compris très concrètes. Vous avez été un peu plus cap, pas tout à fait cap encore, ça pour la prochaine fois le test intégral. Merci beaucoup professeur d'avoir été notre invité. Restez avec nous, tout de suite documentaire sur l'affaire Jubilard raconté par Jacques Pradel et nous nous retrouvons avec Margot Haddad et nos invités et nos éditorialistes juste après à 22h. À tout à l'heure.